Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être encore une fois, de vivre la magie de Bunus. Merci Jean-Luc et toute l'équipe. C'est toujours un bonheur. Alors, c'est toujours un bonheur, même si effectivement l'intitulé que tu nous as proposé est pas d'une simplicité enfantine. Et même si finalement cette question-là, on aurait pu la poser quasiment dans les mêmes termes il y a 20 ans. Moi, j'ai pas mal de souvenirs d'avoir participé à des échanges, des tables rondes, des colloques, etc., où la question était posée à peu près dans les mêmes termes. Donc il y a un vrai risque de se répéter. Voilà, il faut l'assumer. Parce que la question du rapport au territoire des politiques du logement, elle est à la fois évidente. Le logement, il est ancré dans le territoire, hein, par définition. Elle est ancienne et elle est constamment remise en chantier sans qu'on connaisse d'évolution très majeure. Hein. Je vais y revenir très rapidement, mais on ne va pas construire l'histoire de la décentralisation des politiques du logement, mais c'est une histoire de 40 ans. C'est une histoire de 40 ans dans un domaine dans lequel, formellement, en termes de strict transfert de compétences, au sens classique du mot décentralisation, une compétence qui est transmise à un niveau de collectivité, dans le domaine strict du logement, on peut chercher, il n'y a pas grand-chose qui se soit effectivement, formellement décentralisé. Et d'ailleurs, compte tenu de cette ampleur du débat, de sa profondeur, de sa durée, etc., on a un vocabulaire qui n'a pas cessé de s'enrichir. Hein. Décentralisation, bien sûr, mais la déconcentration, on a une loi encore récente, 3DS, hein, il y avait 3D, hein, alors je ne sais plus dans quel ordre d'ailleurs, je crois déconcentration, décentralisation, différenciation, et le S c'était simplification, sachant qu'initialement il y a même eu l'idée d'avoir un 4D, où le quatrième D c'était décomplexification, et là le législateur a fait un petit effort de qualité de la langue française. Mais on parle aussi de délégation, on parle aussi de territorialisation, qui est un mot qui tend à englober un peu tout ça. On parle d'expérimentation, on parle de contractualisation. Et sans doute qu'il en manque hein, du vocabulaire hein, pour parler de cette question du rapport au territoire. Et puis il y a probablement deux formes de remarques un peu consensuelles qui fait que le débat revient toujours, c'est qu'il y a une insatisfaction généralisée sur le statu quo. Je crois qu'on peut dire que cette insatisfaction généralisée, elle marque toutes les catégories de territoires. Même si catégorie de territoire, c'est pas terrible comme terme, hein, mais les territoires ruraux, les villes moyennes, les villes petites, les métropoles. Dans tous les cas, en tout cas tous les acteurs que j'ai pu entendre ces dernières années sur le sujet disent ça marche pas bien, il y a une mauvaise qualité d'adaptation de ces politiques à la diversité des situations, à ce que mon territoire est, encore une fois, quel qu'il soit. Donc une insatisfaction et surtout quand face à cette extraordinaire diversité de situations territoriales, on a des politiques qui parfois s'énoncent de façon un peu binaire entre territoire tendu, territoire détendu, avec des zonages qui sont constamment contestés. Il y a une autre évidence, au-delà de cette évidence d'insatisfaction, une autre évidence qui est qui a été évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises dans la journée, hein, à propos des politiques en silo. Hein. C'est que quand on parle territoire, on peut prendre ce mot territoire un peu au sérieux, même si on l'utilise aujourd'hui pour dire à peu près tout et n'importe quoi. Et même quand on est parisien, quand on dit territoire, ça veut dire la province. Mais donc on l'utilise pour un peu tout et n'importe quoi, mais il me semble qu'on peut quand même avoir une définition un petit peu sérieuse, qui est la vision systémique de ce qui se passe localement. C'est-à-dire que la question du logement, elle est évidemment intimement liée, et ça a été souligné à plein de moments, tout récemment dans la table ronde précédente, à la question de l'emploi, à la question des mobilités, à la question de la formation, à la question de l'environnement, bien sûr, on en a beaucoup parlé l'année dernière, de l'urbanisme, du cadre de vie, des services, etc. Et que donc
les responsables en charge des politiques locales ne peuvent pas ignorer cette question du logement, notamment du fait de cette nécessaire approche systémique, alors que beaucoup des politiques nationales sont, elles, construites en silos ministériels ou administratifs. Alors, une des questions, c'est comment est-ce qu'on peut faire encore le peut-on, le veut-on. Je pense que ça fait partie aussi des questions que pour ma part, même si je ne fais pas partie des animateurs de la table ronde, mais j'anticipe, j'aimerais bien qu'ils contribuent à répondre. Oui, note s'il te plaît, Cyril, merci. Qu'est-ce que vous voulez ? Oui, je sais bien, mais au moins je l'aurais dit le premier. Parce que, voilà, on est encore une fois dans un processus de 40 ans de décentralisation formellement minimale, mais menée à petits pas. Les programmes locaux de l'habitat, la montée en puissance des intercommunalités à partir du début des années 2000, la diffusion de la délégation des aides à la pierre à des intercommunalités et à des départements depuis le milieu des années 2000, et même depuis l'année dernière, l'apparition d'un nouveau statut, dont mon voisin dira peut-être un mot, qui est celui d'autorité organisatrice de l'habitat, mis en place par cette loi 3DS, dont tout le monde s'accorde à dire que, je copie pas, hein, enfin je copie ce que dit tout le monde, on parle de coquille vide. Voilà. Alors, comment faut-il remplir la coquille ? Alors, comment et pourquoi aller plus loin avec un double écueil, me semble-t-il, hein. Il y a l'écueil de la défiance, qu'on voit bien dans l'intitulé de la table ronde, hein, les égoïsmes locaux. Qu'est-ce que c'est les égoïsmes locaux ? Ça veut dire qu'il y a une défiance. Ça veut dire que quand on énonce ça, quand on énonce ce risque lié aux égoïsmes locaux, ça veut dire qu'on se défie en quelque sorte de ce que peut produire une politique menée à l'échelle locale. Maintenant, on peut aussi poser la question, alors, bon, je parlais d'intercommunalité, on peut parler d'autres niveaux de réflexion, mais quelle est l'échelle de l'égoïsme local et quelle est l'échelle de la solidarité locale, justement. Peut-être, enfin sans doute que la réflexion sur une nouvelle ou une évolution de la répartition des compétences et des moyens d'action en matière d'habitat entre l'État et les collectivités, c'est aussi de se poser la question de quelle est l'échelle de ces égoïsmes et de ces solidarités. Puis l'autre risque, il a été beaucoup évoqué quand on a, au sein du Conseil national de l'habitat, ah ben ça y est, son ex-président s'en va, quand on a mené donc l'année dernière, sous son autorité, un groupe de travail sur la décentralisation et territorialisation des politiques de l'habitat que j'ai eu l'honneur d'animer, une des grandes questions qui est revenue systématiquement, notamment auprès des élus et des associations d'élus, c'est vous êtes bien gentils avec cette perspective d'une nouvelle étape de décentralisation, mais il ne faut pas que ça soit une défausse. Il ne faut pas que ça se traduise par le fait que l'État dise bah, tenez, prenez tout ça. Et c'est vrai qu'on pouvait entendre dans un certain nombre de discours à un niveau assez élevé, voire très élevé de l'État, un risque de se débarrasser d'une politique sur un sujet qu'on n'aime pas. Voilà, je fais référence à des choses qui ont pu être dites ce matin. Et au sein de ces réflexions de ce groupe de travail du CNH, ça a amené à poser un certain nombre de grands principes avant d'entrer dans des questions un peu plus opérationnelles. Qu'est-ce qu'on décentralise à qui ? C'est trois grands principes de base. L'affirmation généralisée, vraiment consensuelle, du rôle important, fondamental de l'État comme garant. Donc pas de défausse. Garant de la solidarité nationale, la cohésion du territoire, de l'égalité de traitement des personnes et des ménages, du principe de mixité sociale, du droit au logement, la nécessité de transition écologique. Ça fait beaucoup, hein ? Ça fait beaucoup. Mais ça a été rappelé quand même de façon assez constante. Ça renvoie aussi à ce qui a pu être dit ce matin sur qu'est-ce que c'est les besoins en logement, quelle
quels objectifs on fixe à l'échelle nationale et quels objectifs on peut fixer à l'échelle locale sans que nécessairement la somme des objectifs énoncés localement soit égale à un grand objectif national. Ça simplifie pas les choses, hein, on est d'accord. Ça rend les choses plus complexes. Sauf que on voit bien la nécessité de penser différemment les deux grandes échelles. Ça, c'est le premier principe, quand même, de réaffirmation. Donc, c'est aller contre l'idée de défausse, en quelque sorte. Deuxième principe, c'est la confiance. C'est d'avancer beaucoup plus dans une logique de construction de confiance à l'échelle locale entre les collectivités qui s'approprient, c'est évidemment ces grands principes, qui en adaptent la mise en œuvre sur leur territoire, avec l'appui des services déconcentrés de l'État. Donc dans une logique, encore une fois, de confiance qui peut être, qui sans doute même passe plus par de la contractualisation, par des logiques contractuelles entre l'État et les niveaux exerçant des responsabilités à l'échelle locale sur la question, reposant sur ce que j'appelle pompeusement l'intelligence des territoires. En gros, c'est la capacité à la fois de maintien des grands principes et d'adaptation aux réalités territoriales extrêmement diverses qui ne peuvent pas toujours appliquer un certain nombre de cadres qui peuvent apparaître rigides. Et puis le troisième grand principe, qui semble inévitable, qui n'est pas forcément d'ailleurs, dire inévitable, ça peut sembler péjoratif, hein, de dire bon, on ne peut pas l'éviter, mais non, mais qui est probablement du bon côté des choses, mais qui évidemment là non plus ne simplifie rien, c'est le principe d'une différenciation accrue. Cette différenciation, elle existe déjà. Elle existe déjà très largement, évidemment, entre les situations locales. Elle est très largement à l'œuvre en fonction des contextes, en fonction de l'intensité des volontés politiques locales. Je crois qu'on ne peut pas aussi nier des contrastes en matière de volonté d'implication locale et donc du coup d'équilibre différencié entre ce que peut être l'action de l'État qui maintient l'exigence sur les grands principes et des collectivités qui auraient une volonté politique ou une volonté de s'impliquer plus ou moins forte que d'autres. Et puis évidemment des moyens humains et financiers extrêmement divers aussi en fonction des situations territoriales. On ne peut pas raisonner de la même façon pour une communauté de communes rurale et pour une métropole, voilà, pour le dire de façon un peu extrême. Et puis pour finir, parce que je sais pas bien où j'en suis, j'ai pas bien regardé. J'avais dit 10 minutes et j'ai déjà 10 minutes. Ah, ouais, mais c'est bon, je vais faire pas très longtemps. Donc on voit que c'est pas simple. Voilà, évidemment, c'est pas simple, et c'est probablement une des bonnes raisons une des raisons mauvaises pour lesquelles on n'avance pas ou on a peu avancé ces dernières décennies. Hein. Encore une fois, la dernière vraie étape majeure. Alors, moi, je passe un peu sur la création des autorités organisatrices de l'habitat parce que pour l'instant, elles n'ont pas de contenu réel. Mais la dernière étape majeure, c'est 2004. C'est la loi qui va générer la délégation des aides à la pierre. Donc ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Depuis, beaucoup de choses ont avancé, mais elles ont avancé par la volonté locale, par les mises en œuvre locales et par la prise en charge de plus en plus forte de ces différentes responsabilités. Alors, les questions un peu plus précises qu'on peut poser, me semble-t-il, à la table ronde, et qu'on a posé aussi dans le cadre, évidemment, de ce groupe de travail du Conseil national de l'habitat, c'est quel type de collectivités sont-elles susceptibles d'exercer des responsabilités nouvelles ? Est-ce que les intercommunalités restent, dans l'esprit de tous, les chefs de file naturels des politiques locales de l'habitat ? Est-ce que ça signifie, si des responsabilités nouvelles interviennent, une généralisation de ces responsabilités, c'est-à-dire une décentralisation au sens strict, ou une hiérarchie en fonction des tailles, des types de PCI, et dans ce cas-là, quid des territoires qui ne sont pas couverts, et donc quel rôle pour les départements, un département représenté, quel rôle pour les régions ? Laurence Oued disait c'est pas une responsabilité des régions. On avait échangé sur le sujet d'ailleurs à ce moment-là, mais on voit bien qu'elles prennent un certain nombre de responsabilités quand même, sans être autorité organisatrice de l'habitat pour le coup.
Donc, premier registre de questions, c'est quel niveau, quel type de collectivité. Deuxième registre de questions, déjà évoqué, c'est quelle responsabilité. Et donc là, je reviens sur qu'est-ce que vous voulez faire de plus que vous ne faites pas aujourd'hui. À la fois en termes réglementaires, en termes opérationnels sur votre territoire. Et puis évidemment, la grande question qui a été là aussi absolument transversale pendant tous nos débats au sein du groupe de travail du CNH, c'est évidemment la question des moyens. C'est évidemment parce que le doute exprimé sur si on descend une étape de plus de décentralisation, est-ce que c'est une défausse de l'État ? Il veut dire en réalité, si vous tenez tant législateurs à nous donner les compétences que nous réclamons, il faut nous donner les moyens qui vont avec, des moyens financiers, mais aussi des moyens humains. Et là aussi, ça pose la question des coopérations. Des coopérations entre services déconcentrés de l'État et services des collectivités concernées, mais aussi toutes les coopérations qui peuvent se nouer avec les opérateurs, les bailleurs sociaux, les opérateurs de la rénovation énergétique, etc. etc. Donc voilà, et évidemment, dans quelle mesure on peut s'appuyer sur les expériences locales pour ça. Et ça, c'est mon voisin, les expériences locales. Moi, je suis un pur théoricien. Bon, donc le voisin, c'est moi. Bon, merci Jean-Claude. Je vais essayer, il y aura son derdite dans ce que je vais exprimer, mais je vais essayer aussi de donner des éléments, comme tu le dis, de terrain. J'en profite pour remercier, bien sûr, Jean-Luc de m'avoir fait venir depuis Brest jusqu'ici, une année de plus, cette fois-ci en tant qu'intervenant. Et puis, l'ensemble de l'équipe d'organisation, et notamment les volontaires, qui font un travail que je trouve assez extraordinaire à chaque fois. Et dans des conditions météorologiques toujours très variables, mais ça me surprend moins parce qu'en tant que Brestois, je suis habitué. Et vous remarquerez que je n'ai pas mis de petit drapeau breton devant pour intervenir. Alors, la question qui nous est posée sur cette table ronde, finalement, sur les traits saillants, on va être sur des questions d'organisation territoriale de la République, finalement, avec un sujet d'efficience et ou de défiance, quand on parle de la question des égoïsmes, et dans un contexte général, Marie l'a rappelé ce matin, qui est celui du logement en danger, et des territoires en danger. Danger parce que crise du logement. On en parle, ça fait on va dire 2 ans, 3 ans qu'on en parle beaucoup finalement depuis le post-Covid, ça s'est vraiment intensifié et la crise du logement ou les crises du logement qu'on rencontre actuellement, elles s'inscrivent dans la continuité d'autres crises qu'on a pu connaître. C'est pas très compliqué de rechercher des crises un peu plus anciennes. On a eu, sans aller jusqu'à l'hiver 54, la question des gilets jaunes qui était quand même quelque part plus ou moins une crise autour des sujets d'habitat. On a les mouvements qui animent des territoires comme le Pays Basque ou la Bretagne autour de la contestation, autour du sujet des résidences secondaires ou bien du logement touristique. Donc ce sont des sujets qui vont trouver une prise à la fois au niveau local, mais également au niveau national. Ça va des graphes ou des tags qu'on va trouver sur des maisons dans des territoires et dans les villages, jusqu'à éventuellement des gens qui utilisent des moyens lourds pour forcer les portes d'un ministère. Donc c'est quelque chose qui va intéresser la puissance publique fortement, parce que la question du logement, elle est extrêmement importante finalement dans la vie des gens. C'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler. Et comme tu as pu le dire, Jean-Claude, parce qu'elle s'incarne, et on l'a redit dans les tables rondes précédentes, elle s'intrique avec des sujets d'économie, elle s'intrique avec la vie des territoires, de comment est-ce qu'ils vont fonctionner, et puis elle s'intrique avec des sujets sociaux. Le logement reste quand même la première des dignités, c'est un fait important. Ce sont des compétences qui sont quand même largement décentralisées aujourd'hui. Le logement est actionné et il est opéré dans le cadre de la fabrique de la ville. Là aussi, urbanisme, aménagement, on est aussi sur des compétences qui sont largement décentralisées. Donc finalement, la question de la décentralisation ou du transfert, de la montée en responsabilité des territoires sur le sujet du logement et de l'habitat, ça s'inscrit dans un continuum de compétences qui ont été transférées qui semble à peu près logique, avec toujours cette question de mise en tension avec le niveau national, et en sachant que les compétences économie, sociale, urbanisme, elles peuvent relever de différents niveaux de collectivité. Donc on va trouver des décentralisations qui ont potentiellement des véhicules qui sont multiples. Donc derrière, lorsqu'on dit qu'on veut responsabiliser ou transférer le territoire, la question de à quel territoire, qui est-ce qui prend la main et dans quelle organisation, bien sûr, elle est centrale. On y reviendra.
Donc, si on veut, en même temps, l'intérêt d'aller plus loin dans la responsabilisation des territoires, c'est celui d'aller mettre en synergie et mieux articuler cette compétence d'intervention sur le marché de l'habitat avec des compétences qui sont déjà actionnées par les collectivités, ou en tout cas par les organismes décentralisés, ce qui permet finalement, dans le design des politiques publiques, d'aller essayer de chercher, creuser des choses qui vont mieux marcher les unes avec les autres. Si je prends, moi, un exemple très brestois, on a beaucoup parlé du logement des jeunes ce matin. Quand on décide de mettre l'accent à un moment très fortement sur la question du logement des jeunes, et en particulier des étudiantes et des étudiants, moi, derrière, ça peut s'articuler sur un territoire comme celui de Brest, avec la question d'une meilleure application, en tout cas d'une meilleure prise en compte de la question du ZAN, puisque, comme ça a pu être dit par Marianne Offray, finalement, des résidences pour les jeunes, c'est souvent quand même un ensemble de studios qu'on a bien compactés ensemble, et en termes de densité, on est sur des choses qui sont extrêmement intéressantes, et ça me prendra moins de place que de faire l'équivalent logements familiaux à l'hectare. On est sur quelque chose qui va s'articuler avec les politiques sociales, bien entendu, parce que lorsqu'on parle, parce qu'on peut tout à fait dire, comme on le fait actuellement à Brest, nous, on veut désormais uniquement des résidences étudiantes qui soient à caractère social, parce qu'on veut traiter ce sujet-là. Et puis, on peut imaginer très facilement la question de comment est-ce qu'on articule ça avec les politiques de mobilité, en allant les coller pas loin du tram qu'on a développé par ailleurs. Donc on voit bien qu'on peut faire de la synergie entre plein de compétences qui dépendent de la collectivité, et pour autant compétences non décentralisées quelque part, si je puis dire. Lorsque nous, on essaie d'aller pousser le fait de faire des financements en autre chose qu'en PLS sur des résidences étudiantes, eh ben, ça nous prend une discussion un peu longue avec les services de l'État pour obtenir à la fin du préfet de région le droit qu'on duplique en Bretagne l'expérimentation qui a pu être faite en Ile-de-France sur le financement en plus PLAI, désolé de jargonner un petit peu, mais globalement en produits très sociaux pour faire des résidences étudiantes. Parce qu'on estime à un moment que c'est pertinent sur notre territoire de le faire, et puis il y a peut-être d'autres territoires où ça ne l'est pas. L'exemple brestois, il trouve ses limites aux frontières de la métropole brestoise, il peut être dupliqué ailleurs, mais comme d'autres territoires vont avoir des situations qui vont être différentes. Bien, la pluralité des marchés, bien entendu, elle s'incarne. On va trouver des territoires qui sont en déprise pour plein de raisons différentes et qui vont avoir des sujets à prendre en charge qui vont être différents selon les raisons de ces déprises. On va avoir des territoires qui vont avoir des sujets d'emploi saisonniers qui vont être des problèmes particuliers, mais qui ne sont pas forcément touristiques pour autant. Je pense notamment au centre-Bretagne qui a des sujets sur la saisonnalité agricole. On va trouver donc des territoires qui sont touristiques et saisonniers, et donc ce n'est pas forcément les mêmes sujets ni les mêmes synergies qui vont être recherchées. Lionel Causse l'évoquait ce matin en parlant du fait d'éventuellement héberger des saisonniers l'été et puis l'hiver des étudiants. Voilà. Et puis des territoires qui sont étudiants et qui vont et pas touristiques et qui vont avoir leurs propres problèmes. À chaque fois, les organisations locales vont essayer, en comprenant comment fonctionne le territoire, d'articuler plusieurs politiques pour essayer de traiter le sujet finalement d'implosion du marché ou de dysfonctionnement d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, le sujet, c'est celui d'administrer le marché. Seulement, là, on marche sur une ligne de crête parce qu'on se retrouve avec quelque chose qui va être de dire soit est-ce qu'on plaque la même organisation partout et comme l'évoquait Jean-Claude, on a peut-être des Comcom qui se retrouvent avec des compétences qui sont exorbitantes et qu'elles ne peuvent pas actionner, elles n'ont pas les moyens. Et à l'inverse, si on fait quelque chose qui est vraiment à la carte, on finit avec une situation qui pourrait être vue comme étant un grand bazar où, lorsqu'on passe une frontière administrative, on a une organisation complètement différente de celle qu'on avait à côté. Et là, c'est l'enjeu possiblement d'égalité républicaine qui peut être mis en porte-à-faux. Donc il faut qu'on arrive à marcher entre ces deux extrêmes, par ailleurs, en ayant en tête que de grands pouvoirs, enfin plutôt des pouvoirs accrus, impliquent des responsabilités accrues. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. On peut se rappeler Spider-Man par rapport à cette phrase-là. Et puis, on a la question qu'on peut avoir, qu'il est légitime de plus en plus d'avoir en tête, de savoir si on donne plus de pouvoir à un niveau de collectivité, qu'est-ce qui se passera demain si la collectivité est pilotée par un collectif qui n'a plus forcément en tête les mêmes enjeux républicains que celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc c'est toujours cette question des limites qui peut se poser aussi, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Pour être très concret sur les questions de compétences qu'on pourrait imaginer travailler, parce qu'après, lorsqu'on dit c'est bien, on veut plus de pouvoir, oui, mais lesquels? Parce que c'est là qu'en général on trouve des limites. Je distingue trois grandes catégories. Il y a les sujets de généralisation de compétences. Il y a aujourd'hui des trucs qui sont prévus dans la loi qui sont réservés à des collectivités particulières.
Typiquement, on a parlé ce matin, les meublés touristiques, les villes de plus de 200 000 habitants ou bien celles qui relèvent du 232 Code général des impôts. Là, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement généraliser, donc dézoner finalement? Les collectivités se débrouillent, elles sont responsables devant leurs électeurs et leurs électrices, et si elles agissent mal, elles en assumeront les conséquences au moment venu. Et puis, il y a toujours un truc qui s'appelle la justice administrative, et si on fait vraiment n'importe quoi, là aussi, heureusement, la justice est là pour faire son travail. On a des choses qui pourraient être transférées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas aujourd'hui au sein des collectivités, elles sont à l'État, on pourrait les transférer. On a bien entendu la question de la délégation des aides à la pierre qui n'est pas compensée. Le jour où elle sera compensée, ce sera un vrai transfert, et on pourra peut-être travailler un peu différemment. Aujourd'hui, elle n'inclut pas les politiques de l'ANRU. La question pourrait être posée. Je ne dis pas que je suis pour ou je suis contre, mais j'ai déjà entendu le sujet être levé. On a aussi des politiques dont il est prévu qu'elles puissent être déléguées par l'État local, mais ça reste sous l'arbitraire de l'État local. Alors, le terme est un peu fort, mais j'ai en tête un exemple où le territoire a sollicité du préfet des délégations et le préfet a dit non, c'est trop stratégique pour qu'on vous les délègue. Ça peut poser aussi des questions dans la manière dont est organisée une politique de l'habitat sur un territoire. Et puis enfin, il y a moi ce que j'appelle la lettre au Père Noël, c'est on invente des compétences qu'on irait transférer ou donner. Là, bien sûr, tout est possible, mais si on veut réfléchir à des sujets aujourd'hui qui se posent, la question de mettre des agréments sur les BRS à l'opération, elle peut se poser dans le cadre du respect de la loi SRU, parce que demain, un maire ou une maire peut être convoqué devant le préfet ou la préfète du département parce qu'il y a eu trop de BRS qui a été fait sur un territoire, et donc l'objectif qualitatif de respect de pas plus de 30% de PLS n'est pas respecté. Or, la personne qui a l'autorité municipale n'avait pas la main, ou le PCI n'avait pas la main pour empêcher les BRS de sortir. La question des agréments sur le LLI, on a évoqué aussi ce sujet. Il en faut, mais pas forcément trop. Comment est-ce qu'on fait pour piloter une politique de l'habitat si le LLI n'est pas maîtrisé? Et puis, on pourrait imaginer bouger largement, moduler les plafonds de loyer ou bien les subventions qui sont adossées au FNAP. Entre autres, ou à l'ANA, entre autres exemples. Je vais m'arrêter là, mais voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Et la question, finalement, c'est qu'à un moment, chaque territoire va avoir ses propres sujets d'intérêt. Et c'est aussi ce qui peut complexifier l'émergence d'un point de vue global, coordonné des collectivités, par exemple, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes enjeux dans la décentralisation ou dans le transfert de responsabilités de manière générale. Alors, et je finirai par ici, on n'est pas trop mal dans le timing. Jean-Claude l'a dit, ça fait longtemps qu'on a ces sujets qui traînent. Enfin, bien sûr, on n'invente rien. On n'est pas venu à deux aujourd'hui, ou en tout cas à 300, pour discuter d'un sujet qu'on découvrirait. On n'avance pas vraiment sur ce sujet. Tu l'as dit, 2004, la dernière grande loi sur la question. Et ce qu'on nous a demandé d'évoquer, c'est la question des égoïsmes. Alors effectivement, on peut entendre qu'il y a des questions de crainte dans la montée en responsabilité des territoires sur les politiques de l'habitat. La première d'entre elles, l'a encore évoqué ce matin, l'impérieuse nécessité de développer le logement social, avec parfois des positionnements qui peuvent être contraires avec même les ambitions légales qui ont été posées par le législateur. Je parle bien entendu de la loi SRU, c'est une évidence. Et d'ailleurs, c'était Lionel Causse qui le disait, on voit bien que le sujet de la cohésion sociale a besoin d'un cadre légal qui s'applique pour qu'il soit garanti, et derrière, c'est l'État qui est le garant de l'application de la loi, on y reviendra aussi. Ce qui fait que ça montre bien que oui, il y a des raisons, quelque part, d'avoir peur que si on donne plus de pouvoir dans ce sens-là, peut-être on ait moins d'application de la loi SRU, et en soi, aujourd'hui, dans le contexte légal français, ce n'est pas une bonne chose. Peut-être que la loi changera, mais c'est un autre sujet. Ensuite, on a la question, là j'ai beaucoup parlé du bloc communal finalement, de l'articulation entre les différents niveaux de collectivité. Dans la table ronde qui va suivre, on a des représentants de plusieurs niveaux de collectivité. Comment est-ce qu'on fait pour éviter, entre guillemets pour le dire rapidement, qu'elles ne se tirent dans les pattes? Comment est-ce qu'on fait pour que la conduite des agendas politiques de chaque niveau n'aille pas mettre de la friction, être décoordonnée, utiliser des ressources dans un sens qui n'est pas le bon? Finalement, comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde se mette autour de la table dans un objectif qui est celui d'arriver à loger tout le monde, ce qui n'est pas une politique complètement accessoire, et je dirais même c'est une politique qui est cardinale. On ne sait pas vivre si on n'a pas de logement, et en tout cas pas de logement décent. Donc il y a un enjeu qui est très important, et donc qui va être celui, in fine, de comment est-ce qu'on fait pour coordonner l'ensemble des collectivités, des différents niveaux, bien sûr. Et puis, je pense que dans ce contexte, sur le sujet des égoïsmes, il ne faut pas non plus complètement oublier que même l'État n'est pas neutre dans le sujet. L'État est un acteur. Quand on fait un peu de socio des orgas, on le sait pertinemment. Et quelque part, ne regarder que la question des risques d'égoïsme des territoires locaux, ça serait faire comme si l'État avait une conduite
complètement efficiente et effective des responsabilités qui lui sont confiées. Je pense que comme ça a été évoqué ce matin, on a 2000 enfants tous les soirs qui dorment dans la rue, on peut se demander où est l'égoïsme, alors que c'est une compétence de l'État. De la même manière, j'ai évoqué l'application de la loi. Si on reprend l'arrêté qui est sorti en début de mois de juillet sur l'évolution du zonage ABC, si vous regardez les visas légaux obligatoires des AOH qui auraient dû être pris, il n'y en a aucun. L'arrêté ministériel est sorti sans consultation. Est-ce qu'on est dans une application, là aussi, non égoïste de la loi? La question peut être posée. Donc là, on est sur l'État national, et puis comme je l'évoquais, sur l'État local, on sait quand même aussi que potentiellement l'évolution des compétences en termes de répartition entre les acteurs locaux, ça peut se traduire par le fait de retirer des compétences d'intervention à l'État local, dans un contexte où il est lui-même mis en pression par le niveau national, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, le logement, c'est des crises, et qu'un des enjeux de l'État, c'est la cohésion nationale et puis la sécurité publique. Et donc, les représentants locaux de l'État peuvent être mis sous pression pour intervenir, pour essayer de gérer les situations. Comment les gérer si on leur retire les compétences? Là, on a là aussi une équation qui est compliquée. Donc, on a finalement des collectivités qui sont égoïstes, on a un État qui va être égoïste, on a potentiellement d'autres acteurs qui vont être égoïstes, et au final, tout le monde est égoïste. Donc si on fait, une fois qu'on a pris ça comme un parti pris, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour avancer entre égoïstes vers un enjeu qui nous dépasse toutes et tous, et qui est celui de réussir à loger l'ensemble des territoires et faire en sorte que tout le monde puisse conduire une vie qui soit décente et digne. Ça sera mon mot de la fin. Je pense, tu l'as dit Jean-Claude, que la question de la contractualisation et finalement d'un accord, d'un mode opératoire entre l'ensemble des acteurs est sans doute quelque chose qui permettrait d'avancer. Je glisse peut-être comme piste, je serais intéressé à avoir le retour des intervenants de la table ronde, des intervenantes de la table ronde, la question des programmes locaux de l'habitat, qui aujourd'hui ne sont pas vraiment armés pour être opposables et actifs, mais qui demain pourraient très bien s'engager autour d'objectifs qui soient chiffrés, avec des compensations, et qui permettraient ensemble de piloter, sous l'égide des CRH, qui sont également maintenant désormais copilotés, déconcentrés, décentralisés, la question si importante des politiques de l'habitat. Merci, c'est magnifique. Timing. Magnifique, le timing est parfaitement respecté.